Ravi de vous retrouver sur la panafricaine. Bienvenue à tous. En Afrique, de nombreuses jeunes filles sont moins scolarisées que les garçons. Certes, le taux de scolarisation des filles au primaire est relativement élevé, mais beaucoup abandonnent avant le secondaire, surtout en milieu rural. Ce faible taux de scolarisation des filles constitue un sujet de préoccupation majeure. Selon l'UNESCO, près de 9 millions de filles âgées de 6 à 11 ans sont privées d'école contre 6 millions de garçons. Leur désavantage commence donc très tôt. À l'adolescence, le taux d'exclusion scolaire des filles atteint 36% contre 32% pour les garçons. Ces statistiques soulignent l'importance de l'éducation des filles et des femmes en Afrique subsaharienne. Comment l'éducation des filles peut-elle être considérée comme un facteur clé du développement durable en Afrique? On en parle dans cette émission. Je reçois deux dames. Madame Elisabeth Masseli Senghor, responsable suivi évaluation de programme à la COSYDEP, Coalition des organisations Synergie pour la défense de l'éducation publique. Merci d'être avec nous. Plaisir partagé. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de venir discuter d'une thématique aussi importante, aussi clé, qui est la scolarisation des filles au Sénégal et en Afrique. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons Madame Aminata Diao, coordinatrice de la cellule AMFE, Association pour le maintien des filles à l'école, antenne UCAD. Merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi aussi, mais merci de m'avoir offert cette opportunité de venir aujourd'hui discuter avec vous d'une thématique aussi importante, à savoir l'éducation des filles en Afrique et au Sénégal, qui est une question qui me touche directement. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Nous parlons de l'éducation des filles. Aujourd'hui, cette question préoccupe même les dirigeants de certains pays. Madame Senghor, quelle lecture faites-vous de la situation aujourd'hui? Bon, de manière générale, je pense que la problématique de l'éducation des filles est une problématique qui intéresse nos dirigeants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique en général, notamment les premières dames. On va y revenir tout à l'heure. Mais le constat est général. On se rend compte que dans les années 2000, beaucoup de pays en Afrique avaient lancé de vastes programmes pour la scolarisation des filles qui a aujourd'hui porté ses fruits. Vous le disiez au début de l'émission, l'indice de parité est largement favorable aux filles à l'élémentaire. Et ça, c'est pour beaucoup de pays d'Afrique, notamment pour le Sénégal, le Mali, les pays du Sahel. Mais on se rend compte que plus on avance dans le système, c'est-à-dire au moyen et au secondaire, on se rend compte que les filles soit décrochent ou ont des résultats assez faibles. Et on se rend compte que également c'est dû à plusieurs facteurs. Donc, le premier facteur qui est pointé du doigt, surtout dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, c'est la pauvreté des ménages. Parce qu'on se rend compte également que beaucoup de familles, beaucoup de ménages privilégient, quand il s'agit d'amener les enfants à l'école, privilégient les garçons au détriment des filles qui sont des fois vouées à des tâches domestiques. Exact. Donc, il y a la pauvreté des ménages qui est un facteur qui influe négativement sur l'éducation des filles. L'autre point aujourd'hui qui influe sur l'éducation des filles, c'est la question de l'environnement d'apprentissage. Dans beaucoup de nos écoles en Afrique, on ne voit pas de latrines séparées. Les besoins spécifiques des filles ne sont pas pris en charge dans ces établissements. Ça peut être une question banale, très simple, mais nous, on a été au Mali, on a été tout proche à Dakar, dans une région qu'on appelle Kédougou et Tambacounda, où on s'était rendu compte que dans le mois, les filles perdaient au moins une semaine. Et ça a coïncidé avec la semaine de leur menstrues. Donc la question de la gestion, de l'hygiène menstruelle est une problématique qui n'est pas assez prise en charge par nos politiques et par nos dirigeants. Parfait. On parlera des politiques, justement, des politiques publiques. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle est en train de dire. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent aujourd'hui les filles ne vont plus à l'école, ou bien les filles vont à l'école, mais à un moment donné, on ne les voit plus. Quels sont ces facteurs pour vous, en dehors de ce qu'elle vient de noter tout à l'heure? Il y a également les grossesses Précoce. précoces, oui, les grossesses non désirées.
et le mariage Et le mariage précoce. C'est tout pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Madame Elisabeth. On a tendance à entendre de nos jours les gens dire ah oui, l'éducation des filles, c'est vraiment révolu. Mais est-ce que vraiment l'éducation des filles est un problème révolu? Je dirais plutôt que c'est un problème qui a changé de visage parce que maintenant, on parle plus de mettre les filles à l'école, mais plutôt de garantir leur maintien, leur sécurité, leur autonomisation réelle et leur réussite. Récemment, en faisant des recherches, j'ai vu que 54% des enfants non scolarisés étaient des filles et que 60% des femmes sont des analphabètes en quelque sorte. On parle vraiment de problème révolu, mais est-ce que vraiment c'est révolu? Il y a dans le milieu rural, par exemple, je prendrai l'exemple dans le milieu rural, des facteurs comme les mariages précoces, les grossesses en milieu rural. Et comme elle l'a si bien dit, il y a de ces filles qui préfèrent quitter l'école en quelque sorte parce qu'elles ont eu une petite surprise lors de leur menstru. Elles ont eu à attacher leurs habits. Du coup, elles ont honte de retourner dans les écoles parce que il y a aussi, j'ai vu la dernière fois que Unifam avait présenté en disant que 24 sur 40%, sur 40 et quelques pourcents des filles qui s'inscrivent à l'élémentaire, seulement 24% arrivent à l'université en quelque sorte. Du coup, c'est vraiment des chiffres énormes et une question qu'on devrait vraiment revoir en quelque sorte. Oui, justement, c'est important et puisqu'il faudrait, revoir tous ces points-là, est-ce que vous pensez qu'il faut beaucoup plus sensibiliser les filles? C'est important ce que vous êtes en train de dire, c'est pas seulement inscrire les jeunes filles à l'école, mais le défi aujourd'hui, c'est de les maintenir à l'école. Oui, surtout c'est cela. Il faut surtout faire des sensibilisations et essayer vraiment de mettre en place des dispositifs qui pourront vraiment aider les filles à poursuivre leurs études dans de bons endroits, dans un environnement sain et bienveillant en quelque sorte. Pourquoi aussi ne pas mettre des dispositifs dans les écoles comme des dispositifs sanitaires qui pourront aider les jeunes filles pendant leur période menstruelle et faire des sensibilisations, surtout dans les milieux ruraux, parce qu'on voit que c'est là vraiment qu'il y a plus de problèmes d'accès à l'éducation pour les jeunes filles. Faire des sensibilisations, discuter avec les communautés et tout. Donc madame Senghor, si je comprends bien les obstacles, c'est ce que vous avez dit, ça peut être les menstrues, les grossesses non désirées, le mariage précoce. Dites-nous aujourd'hui, pourquoi dit-on que l'éducation est considérée comme un facteur clé du développement durable en Afrique? Oui, un facteur clé de développement parce que je pense que plusieurs rapports de ONU Femmes, de l'UNESCO et de l'UNICEF ont fini de prouver qu'aujourd'hui, une femme instruite en Afrique prend beaucoup plus en charge dans son foyer des questions liées à la nutrition des enfants, à la santé maternelle, à même les questions économiques. Parce que tout revient à l'économie en Afrique. Je veux dire, la femme supporte, elle l'a dit tout à l'heure, la femme supporte le foyer, le ménage. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand une femme est instruite, il y a beaucoup plus de chances, 90% de chances qu'elle inscrive et qu'elle suive sa fille ou son enfant jusqu'à l'université. Quand une femme est instruite en Afrique, elle est plus apte à suivre l'évolution de la santé maternelle ou la nutrition même de ses enfants pour ce qui est toutes les questions qui touchent la vaccination, la nutrition, la malnutrition des enfants. Donc, beaucoup de rapports l'ont prouvé. Et nous, on a des programmes en milieu rural pour la promotion de femmes modèles parce que je pense que la question de l'éducation des filles engage tout le monde, surtout les communautés. Parce que dans les obstacles, on a vu qu'il y a la question des facteurs socioculturels qui persistent, les stéréotypes qui persistent, et c'est des questions qui touchent directement les ménages, qui touchent directement, vous le disiez tout à l'heure, la question des grossesses et mariages précoces. C'est des questions socioculturelles qui sont portées d'habitude par des femmes au niveau des ménages, que ce soit en milieu rural et même en milieu urbain. C'est des facteurs qui existent en milieu rural et urbain. C'est pourquoi la question de l'engagement des communautés, la question de la promotion de femmes modèles, surtout au niveau rural, pour porter le plaidoyer sur la scolarisation, le maintien des filles, je pense que c'est assez important. Donc, il nous faut beaucoup plus travailler avec les communautés,
les engager dans la gestion des écoles parce que partout en Afrique, dans les établissements, on a mis en place des organes de gestion des établissements scolaires qui sont ouverts à la communauté. Donc, il faut engager la communauté dans ces organes de gestion, mais surtout faire engager les femmes modèles qui peuvent être instruites ou pas. Tu vas dans une communauté en Afrique, en milieu rural, il y a tout le temps des femmes qui portent la voix, qui sont des femmes modèles et qui peuvent porter le plaidoyer autour de quelle est la nécessité aujourd'hui d'envoyer sa fille à l'école, de la maintenir à l'école et qu'elle réussisse à l'école, hormis de la donner en mariage. Donc, il faut déconstruire aujourd'hui ces stéréotypes et il faut passer par les communautés, par la promotion de femmes modèles et surtout par engager les communautés à travers les organes de gestion des établissements scolaires. Madame Dial, le mariage en Afrique est un fait de société. Beaucoup de femmes moins instruites pensent que la jeune fille doit d'abord se marier, l'école vient même en second lieu. Et j'aimerais que vous puissiez quand même réagir par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, que les communautés doivent jouer un rôle. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour impliquer davantage les communautés? Et nous croyons également que les familles jouent un rôle important dans l'éducation des filles. Oui, bien sûr. Pour ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, il faut savoir, moi je vais tout le temps parler, comment dirais-je, l'exemple des milieux rural parce que je suis une jeune fille qui vient du milieu rural, je suis née là-bas et grandie là-bas. Du coup, en prenant l'exemple du milieu rural en quelque sorte, quand vous partez dans une maison, vous voyez plus de femmes que d'hommes. À chaque fois, quand on demande où est le père de famille ou bien où sont les hommes, on nous dit qu'ils ont voyagé. Et il faut vraiment savoir que la femme, elle est la pilier, genre, elle est le pilier, oui. Oui, le pilier de la famille en quelque sorte. En l'éduquant, en l'inscrivant à l'école, c'est celle-là qui va après instruire ses enfants. Alors, on a fait des remarques aussi qu'avec les femmes instruites, il y a peu de taux d'infantilité. En quelque sorte aussi, l'autre jour, je suivais un documentaire sur Asante Africa, .or, qui disait que les femmes instruites investissent jusqu'à 99% de leurs revenus dans leur famille et dans leur communauté, contrairement aux hommes qui investissent à peu près 30 à 40%. Du coup, il est important vraiment que dans le milieu rural ou bien que dans le milieu urbain aussi, qu'on puisse impliquer les communautés et les familles. Qu'il faut mettre en place des programmes. Je crois qu'elle a souligné ça tout à l'heure. Bien sûr, par exemple, je prends de l'exemple avec mon association, on fait l'association pour le maintien des filles à l'école. Nous travaillons directement avec les communautés, avec les familles. Nous partons dans les régions. Oui, on est plus dans le milieu rural, nous. On travaille plus avec les communautés, on fait des sensibilisations et à cette sensibilisation, à cette causerie que nous faisons, nous invitons les chefs de village, les Badjengor, les relais communautaires et toutes les... Les Badjengor, ce sont des représentantes, c'est ça des... Oui, ce sont les représentants des communautés. En même temps, nous faisons des dialogues intergénérationnels avec les vieux et les jeunes. Dans ces dialogues, nous donnons aux jeunes filles l'opportunité de dire leurs besoins, en quelque sorte d'exprimer leurs droits. Et nous donnons aussi l'opportunité à ces parents, ou bien, oui, en quelque sorte aux parents, de dire qu'est-ce qu'ils attendent de leurs enfants. Le pourquoi ils préfèrent que les enfants se marient tôt au lieu de les laisser étudier. En quelque sorte, ce sont des facteurs que nous mettons en place pour plus permettre à ces jeunes filles de pouvoir continuer leurs études, de les sensibiliser en rapport avec ce que leurs parents veulent et en rapport avec ce que leur communauté en quelque sorte veut. Du coup, l'implication des communautés et des familles est vraiment primordiale pour l'éducation des filles. Elle a bien dit, hein, elle nous a parlé du rôle que jouent les communautés, les familles. Avec vous, j'aimerais bien que vous puissiez aussi parler du rôle que jouent les ONG, les partenaires internationaux dans ce combat. Je pense qu'un rôle primordial et stratégique. Aujourd'hui, vous allez dans le monde rural, vous verrez beaucoup d'organisations de la société civile qui s'activent pour la promotion de l'éducation des filles dans le plaidoyer. Je prends l'exemple de la COSIDEP qui fait partie du cadre de concertation, le cadre qui regroupe un peu toutes les initiatives qui touchent l'éducation des filles, CCIF, qui est un peu présidé par le ministère de l'Éducation nationale. Nous faisons partie de ce cadre depuis plus d'une dizaine d'années et nous nous rendons compte que les organisations de la société civile portent le plaidoyer
pour un point essentiel qui est le vote d'un budget sensible. Parce que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui tourne autour du financement. Si nous voulons supporter des programmes qui promeuvent un peu l'éducation des filles, le maintien des filles, qui prennent en charge les spécificités des filles dans l'environnement d'apprentissage, il nous faut avoir des budgets qui sont sensibles. Et ça, c'est le problème en Afrique. Donc aujourd'hui, les organisations de la société civile portent le combat pour que les budgets qui sont votés au niveau des ministères de l'éducation nationale à travers nos pays soient sensibles, prennent en charge les spécificités. L'autre point développé les autres initiatives développées par la société civile, c'est le plaidoyer et la sensibilisation. Elle l'a dit. Aujourd'hui, il faut être proche des communautés. Il faut déconstruire les stéréotypes. Il faut que les communautés, surtout les femmes et les parents, puissent être conscients de l'importance de l'éducation des filles dans le développement social et économique. Donc aujourd'hui, on voit que l'éducation est le principal ascenseur social, non seulement pour les garçons, mais également pour les filles. Et en milieu rural, c'est cet obstacle socioculturel, ces stéréotypes, toutes les questions liées à la violence basée sur le genre qui persistent et auxquelles la société civile s'attaque en portant le plaidoyer, en sensibilisant, en mettant en place, comme elle dit, des cadres de dialogue intergénérationnel entre autorités coutumières et religieuses, les communautés et surtout les autorités académiques ou scolaires. Donc, on crée cet espace de dialogue. L'autre point qui est essentiel pour un peu aider les gouvernements à prendre des politiques vraiment qui promouvent l'éducation des filles, c'est la disponibilité des données sur les questions liées au genre et à l'inclusion. Ça, c'est également, je ne l'ai pas dit, mais c'est un défi majeur en Afrique. Aujourd'hui, pour permettre au gouvernement de prendre des politiques qui répondent un peu aux attentes des communautés, il nous faut des données. Et on se rend compte, j'ai été à une rencontre de l'UNESCO il n'y a pas longtemps où véritablement c'est un problème de disposer de données pour savoir, par exemple, en milieu rural, quel est le nombre de filles handicapées, par exemple, qui ont besoin d'être scolarisées, quel est leur problème. Donc, il nous faut des données. Donc, la société civile travaille autour de la disponibilité de données relatives au genre et à l'inclusion, au plaidoyer pour le vote d'un budget sensible, à la mobilisation communautaire autour de la déconstruction des stéréotypes, autour de l'engagement de femmes modèles pour la promotion de l'éducation des filles et autour également de l'expérimentation de petits programmes dans les écoles liés à l'amélioration de l'environnement d'apprentissage, à la gestion des menstrues, à la violence basée sur le genre, par exemple à la COSIDEP. Nous avons fait une étude sur la problématique de la violence basée sur le genre en milieu scolaire, où nous avons mis en place dans les établissements scolaires des clubs pour permettre aux enfants de libérer la parole. On a l'habitude de dire il faut que les filles soient mises en avant et qu'elles libèrent la parole sur la problématique des violences qu'elles subissent. Parce que quand elles subissent des violences d'habitude en milieu scolaire ou même au sein des foyers, elles se taisent. Donc, on a un programme qui aide les filles à libérer la parole. Et moi, j'ai été très agréablement surprise quand on a été à Kédougou, lors d'une causerie communautaire, où ce sont les filles même qui ont donné des solutions à ça. Elles ont expliqué le problème, elles ont donné des solutions pour dire qu'aujourd'hui, si on donne l'opportunité à une fille de libérer la parole, il peut y avoir de très bonnes initiatives, de très bonnes solutions qui viennent même de femmes qui ne sont pas instruites, qui sont analphabètes, qui sont en milieu rural et qui peuvent faire avancer les politiques ou toutes les initiatives liées à la promotion de l'éducation des filles en Afrique. Vous parlez beaucoup du milieu rural. Est-ce que des filles sont déjà sensibilisées sur cette question-là? On a l'impression que beaucoup de filles ne savent pas qu'elles peuvent faire des longues études. On peut se marier, c'est vrai, mais on peut aussi faire ces études et aller plus loin que possible. Surtout, en fait, je pense que le rôle des ESC est vraiment quelque chose de primordial dans l'éducation des jeunes filles. Par exemple, avec un fait, nous, déjà, dans notre travail, comme je l'ai dit, nous touchons plus le milieu rural. Et en fait, dans le Djeri, il y a une partie du Fouta où on appelle le Djeri. Récemment, nous avions été là-bas et en fait, on discutait avec des jeunes filles de la classe de CM2. Et c'est ça, c'est vrai. Quand on leur demandait qu'est-ce qu'elles voulaient faire après les études, elles nous disaient, après l'entrée en sixième, nous voudrions nous marier.
C'est ça, en quelque sorte. Et elles savent vraiment pas que elles peuvent faire mieux que ça, en quelque sorte. Il y a la question de la sensibilisation. Et de ce fait, nous, on a été obligés, pas obligés, mais notre travail était vraiment de les sensibiliser, de les faire comprendre l'importance de l'éducation et de faire comprendre à leurs parents aussi l'importance de l'éducation. Nous avons mis en place un projet appelé Ma voix, ma santé, ma décision. En quelque sorte, pour les conscientiser ou bien pour les sensibiliser, je dirais plutôt, sur leur santé sexuelle et reproductive, qui a un peu un rapport avec comment elles doivent s'entretenir, comment elles doivent entretenir leur hygiène menstruelle en quelque sorte, et quoi faire lorsque on est en milieu scolaire et que nous voyons nos menstrues, comment se comporter en quelque sorte. Il y a aussi un autre projet que nous avons nommé Donnons-leur des ailes. C'est un projet dans lequel nous distribuons des kits scolaires à ces jeunes filles qui sont vraiment très éloignées, qui sont dans le djihad. Nous distribuons des kits scolaires. Chaque année, nous le faisons avec des serviettes hygiéniques réutilisables que nous leur offrons aussi. Et en parlant de la communauté aussi, nous discutons avec récemment, bon, pas récemment, mais nous faisons cela à chaque fois. On va vers les chefs de village, on discute avec eux pour qu'ils puissent nous donner de logements à donner, ou bien des logements pour ces jeunes filles qui quittent le Djeri. Parce que le Djeri est un endroit vraiment trop éloigné en fait, des infrastructures des lycées et le collège. D'ailleurs, eux, ils n'ont même pas de lycée, ils n'ont pas de collège. Et l'accès à les gens, en fait, la route est vraiment pas trop accessible. Ils ne sont pas trop accessibles parce que la route n'est pas bonne. Du coup, il faut vraiment les amener. Ça décourage quand même les filles. Oui, surtout cela. Et les parents aussi, ça le décourage parce qu'ils disent que les routes ne sont pas bonnes et nos filles vont devoir quitter le village pour aller dans des endroits loin, c'est pas sûr. Et c'est vrai, c'est pas vraiment sûr. Tout le peut arriver en fait, à quitter en route, voilà. Oui. Tout peut arriver en route. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est de discuter avec les chefs de village pour qu'ils puissent nous aider à loger ces jeunes filles-là, pour qu'elles soient plus proches des collèges et des lycées en quelque sorte. Vous parlez avec beaucoup de passion. On voit que vous êtes vraiment sur le terrain et on apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y a quand même des résultats satisfaisants depuis que vous menez ce combat? Surtout, il y a vraiment des effets satisfaisants parce qu'il faut dire que le Fouta, dans le milieu rural, on ne favorise vraiment pas l'éducation des jeunes filles. Mais en fait, a été créé depuis 2008. Et depuis 2008, nous voyons des jeunes filles qui ont excellé. Moi, par exemple, je prends mon exemple, en fait a commencé à suivre depuis la classe de 5e. Et c'est grâce en fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment là. Je suis en 2e année de droit et j'ai pu être sélectionnée pour suivre des programmes en Suisse. Et il y a d'autres jeunes filles aussi qui ont été suivies par un fait, qui aujourd'hui étudient dans de grandes universités. Il y en a celles qui sont au Canada et d'autres qui sont en France. Et en quelque sorte, on a vraiment de bons résultats avec un fait. Et Il n'y a pas que, en fait, je crois qu'il y a aussi d'autres ONG qui travaillent dans ce sens. Permettez-moi de poser quand même la question à Madame Senghor. L'État sénégalais a adopté plusieurs programmes comme la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre dans l'éducation afin de favoriser la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Ces efforts sont-ils suffisants pour maintenir les filles à l'école, Madame Senghor? Bon, ces efforts sont à encourager. Je veux dire, c'est un pas d'avoir une stratégie parce que tout résultat débute par une politique qui est mise en œuvre par l'État et soutenue par les organisations de la société civile et les partenaires. Je pense qu'hormis ces initiatives, il y a d'autres initiatives, peut-être qu'on pourra y revenir. Oui, allez-y, oui, aborder ce... Tout dernièrement, lors de la Journée nationale de la scolarisation des filles qui est célébrée chaque année au Sénégal le 9 janvier et qui est un moment de plaidoyer, de sensibilisation autour de l'éducation des filles avec chaque année un thème sur une question émergente. Je pense qu'on a lancé avec l'appui de l'Union africaine deux programmes, le Sénégal éduque ses filles et priorité à l'égalité, qui sont 2 programmes phares soutenus par l'Union africaine pour promouvoir la réussite des filles à l'école. Dans Marie Conne. Des engagements avec des femmes ambassadrices. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de femmes modèles. C'est important de promouvoir, de faire la promotion de femmes modèles. Il y a eu des femmes modèles, vraiment une dizaine de femmes modèles qui représentent quelque chose pour le Sénégal et qui vont porter le combat, qui ont pris des engagements pour adresser ces questions spécifiques
qui sont aujourd'hui des goulots d'étranglement de l'éducation et du maintien des filles à l'école, comme les questions des stéréotypes, les questions liées aux violences basées sur le genre, les questions de l'éloignement des écoles. Elle l'a dit tout à l'heure, c'est un facteur. Hein. Aujourd'hui, vous allez pas seulement au Sénégal, mais partout en Afrique, dans des zones assez compliquées, dans des zones de conflit, dans des zones où la question de l'éducation en situation d'urgence est pressante. Aujourd'hui, si on doit libérer ceux qui doivent aller à l'école, c'est les garçons. Les filles sont retenues à l'école pour des questions de sécurité. Nous, on le sent moins au Sénégal parce qu'on ne vit pas un conflit. Je suis d'accord avec vous. Par contre, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Madame Senghor. Je rappelle que vous êtes responsable suivi d'évaluation de programme à la COSIDEP. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour poursuivre le débat autour de la scolarisation des filles. Parfait. Merci également à vous, Madame Aminata Diaw. Vous êtes coordinatrice de la cellule AMFE, Association pour le maintien des filles à l'école, antenne UCAD. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous, Madame Sirmi, et surtout à Median TV Afrique pour cette belle opportunité que vous nous avez offerte de discuter d'un sujet qui est vraiment très essentiel en Afrique et un sujet qui reste vraiment à débattre surtout. Parfait. Merci infiniment, les dames. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine. Surtout, ne changez pas de fréquence et portez-vous bien.